Bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Sens Public, débat, chronique, reportage et expertise de nos invités. C'est ce que l'on vous propose tous les jours à 18h et 22h sur Public Sénat. Et voici le sommaire de ce 27 octobre avec cette question: le budget sera-t-il voté dans les temps? Les députés sont censés achever la partie recette le 3 novembre, mais pour y arriver, il faudrait examiner plus de 60 amendements par heure. Jusqu'à présent, ils vont 10 fois moins vite. Qui joue la montre? Les socialistes vont-ils obtenir une taxe Zuckman allégée? Jusqu'à quand Emmanuel Macron peut-il dissoudre l'Assemblée sans plomber la campagne des élections municipales? On en débat dans une minute. Et puis dans la seconde partie de notre émission, cette provocation de Donald Trump à la tribune des Nations Unies le 23 septembre dernier. Ils ont dit que le réchauffement climatique allait tuer la planète, mais ensuite le monde a commencé à se rafraîchir. Maintenant, ils parlent simplement de changement climatique. Comme ça, ils ne peuvent pas se tromper, c'est le changement climatique. Que ça monte ou que ça descende, quoi qu'il arrive, il y a du changement climatique. C'est la plus grande arnaque jamais réalisée contre le monde, à mon avis. Quand le président de la première puissance économique mondiale devient le héros de tous les climato-sceptiques, ça change quoi? Comment contrer ce discours anti-science? Le droit de l'environnement est-il allé trop vite ou trop loin? On répond à toutes ces questions dans 3 quarts d'heure sur ce thème, et sur l'actualité politique. Vous pouvez évidemment réagir en flashant ce QR code. Je poserai vos questions à nos experts, notamment sur ces discussions entre les socialistes et le Premier ministre autour de la fiscalité des très riches. Fabien Riquer. Dans le débat budgétaire, chacun a ses lignes rouges. Les socialistes exigent des avancées sur la taxation des hauts patrimoines et font planer la menace de censurer le gouvernement s'ils n'obtiennent pas gain de cause. S'il n'y a pas une mise à contribution sérieuse, et nous formulons des propositions pour cela, des très hauts patrimoines, des multinationales, il manquera de l'argent pour boucler un budget autrement que sur le dos des gens. Il y aura censure dès cette semaine. Et c'est ça l'enjeu. Mais je veux dire, je ne sais pas si c'est cette semaine, je dis tout est possible. Par voie d'amendement, le PS propose une version assouplie de la taxe Zuckman, baptisée Zuckman Light. Elle épargnerait les entreprises familiales et les entreprises dites innovantes. Mais un compromis entre socialistes et macronistes est encore incertain. C'est assez pesant d'avoir cette menace. Vous avez essayé de chantage et maintenant on a l'impression que chaque jour une nouvelle, c'est toujours de plus. nouvelles conditions. C'est toujours plus de la part des socialistes. On a toujours dit qu'on était aussi opposé à la taxation de l'outil de travail. Nous, on ne souhaite pas que l'outil de travail, que l'innovation, que les entreprises puissent être surtaxées. Et les tractations avec le PS mettent le gouvernement en porte-à-faux avec la droite. Dans les colonnes du Parisien, Gérard Larcher reproche à Sébastien Lecornu de trop écouter la gauche après le renoncement au 49.3 et le projet de suspension de la réforme des retraites. Le Sénat rétablira la réforme des retraites. Nous la votons depuis 5 ans. Je rappelle que son abandon, c'est 30 milliards de déficit en 2035. Arc-bouté sur le maintien de la retraite à 64 ans, la majorité sénatoriale devrait aussi s'opposer à une éventuelle taxe Zuckman. Pour Sébastien Lecornu, tiraillé entre LR et le PS, l'équation budgétaire demeure plus incertaine que jamais. Et c'est un Premier ministre confronté à un compromis impossible dont on va parler dans ce débat avec Bastien François. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Paris 1 et vous publiez les mots-clés du droit constitutionnel aux éditions Dalloz. Adélaïde Zulvi-Karpasic, bonsoir et bienvenue. Vous êtes directrice générale du pôle société d'Ipsos BVA et vous publiez Réhumaniser la société de l'absence. C'est aux éditions de l'Aube. Cyril Graziani, bonsoir et bienvenue. Heureux de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes éditorialiste à France Télévisions. Anne-Charlène Bézina, bonsoir. Bienvenue Anne-Charlène, constitutionnaliste et éditorialiste pour Sens Public. On va commencer par une question à la fois sur ce week-end et peut-être cette journée de lundi. Bastien François, quelle leçon vous en tirez? On est en plein, je lisais un peu partout cette vieille expression qui date de l'époque Édouard Philippe. On a l'impression que c'était, oh là là, il y a une éternité, la poutre travail. Effectivement, la poutre travail. Moi, je ne suis pas du tout étonné par ce qui se passe. Je trouve qu'on est dans une négociation à laquelle on pouvait s'attendre. On n'est pas encore rentré complètement dans le dur. Chacun montre un petit peu ses muscles. Il y a des petits compromis qui ont été construits déjà. Il y a pas mal de grains à moudre sur un budget de l'État. Il y a beaucoup de... Là, on est en train de discuter des recettes. Il y a beaucoup de leviers possibles, donc il y a beaucoup de discussions possibles. On voit que les différents protagonistes de cette négociation bougent. Je pense que ça va être un petit peu plus compliqué quand on va avoir
le financement, la loi de financement de la sécurité sociale. Oui. Parce que qui est examiné depuis aujourd'hui en commission des affaires sociales voilà. et qui va arriver à l'Assemblée. Parce que là, en réalité, l'enjeu, c'est on suspend. Ou on décale, d'après Emmanuel Macron. La réforme des retraites, et en face, on compense. Ouais. Et on ne fait pas que compenser, on veut aussi réduire le déficit de la sécurité sociale. Et là, les mesures sont faciles à comprendre par tous les Français et elles sont assez rudes, à vrai dire. Ouais. D'ailleurs, Adélaïde Zulfi Karpacik, tout le monde se moque de moi dans l'équipe de Sens Public parce que j'ai du mal à prononcer votre nom. Non, vous n'êtes pas le seul déjà, vous l'avez parfaitement prononcé. Oui, mais c'est gentil, c'est vrai, vous êtes vraiment sympa avec moi. Je pense que, je ne sais pas pourquoi, c'est le nom sur lequel je bloque. J'en ai d'autres qui sont compliqués, le vôtre est super, mais bon, voilà. Bref, je vais peut-être vous appeler Adélaïde jusqu'à la fin du débat, comme ça je vais simplifier l'histoire. Qu'est-ce qu'ils souhaitent les Français? Est-ce qu'ils souhaitent voir leurs élus faire des compromis aujourd'hui? Très clairement. Oui. Pourquoi je vous dis ça? Parce que y a deux facteurs qui viennent étayer ma réponse. La première, c'est qu'on a vu clairement une inflexion dans l'opinion publique où avant, alors moi aussi je me perds dans la chronologie, mais avant la renomination de Sébastien Lecornu et la déclaration politique générale, on sentait les gens déjà très lasses, fatigués, crispés, mais ils avaient le sentiment qu'on ne pouvait pas aller plus loin qu'on était arrivé au maximum, et donc ils avaient commencé à se faire à l'idée d'une possible nouvelle dissolution. Il y a eu la renomination de Sébastien Lecornu, la déclaration politique générale et donc l'annonce d'une suspension, décalage de la réforme des retraites, et les Français se sont dit, sortie de crise possible, on va pouvoir s'apaiser, et on l'a vu dans les enquêtes d'opinion. Là, tout à coup, le souhait de dissolution est devenu beaucoup moins évident. Il était très haut, le souhait de dissolution. Il était, on va dire, majoritaire. Là, on est passé à 47% des Français qui s'y opposent, 34% seulement qui le souhaitent. Donc, d'après les enquêtes Ipsos BVA, donc on est plutôt sur une mise à distance de la dissolution, une mise à distance de toute idée de motion de censure et une volonté très claire d'apaisement et de compromis. Et le deuxième élément, c'est que globalement, dans les enquêtes d'opinion, et je me réfère là à Fracture Française, une enquête Ipsos BVA saisie École d'ingénieurs qui est sortie la semaine dernière, les gens expriment clairement qu'on a passé la culture du compromis en politique dans notre pays, qu'on est trop sur de la radicalité et qu'ils espèrent, en tout cas c'est ce qu'ils déclarent, après dans les faits c'est un peu différent, mais ils aspirent au compromis. Avec alors ce qu'on voit en séance, Cyril Gradiani, et puis les tractations on va dire plus discrètes. Qui mène ces discussions? Est-ce que c'est du direct entre Olivier Faure d'un côté, Sébastien Lecornu de l'autre? Qu'est-ce qu'on en sait? Tout à l'heure, on disait que ça prend du temps, que le délai pour justement que le vote soit fait ou pas, qu'il y ait vote ou pas à l'Assemblée nationale, on ne savait pas quand ça allait arriver, mais c'est justement parce qu'on est dans une politique des petits pas et qu'il y a une recherche permanente de compromis, une recherche permanente d'accord. Cet après-midi, par exemple, vous savez, il y avait cette contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises qui avait été votée l'an dernier, qui était de 8 milliards. Normalement, dans le budget initial, elle devait être de 4 milliards. Le gouvernement a décidé que ça devait être de 6 milliards. Donc ça a nécessité pas mal de suspensions de séance, puisque le groupe de Gabriel Attal n'en voulait pas. Donc il a fallu que Gabriel Attal demande à ses députés s'ils étaient pour ou contre. Donc c'est pour ça que quand on prend cet exemple-là, on voit que c'est une politique de petits pas, que ça prend du temps, mais que c'est plutôt raisonnable de voir aussi qu'on est dans une recherche... on disait de compromis, mais une recherche d'efficacité. Et c'est d'ailleurs. Et donc ça veut dire que je reprends ma question, ça se passe directement entre les chefs de parti et le Premier ministre? Le Premier ministre est informé de toutes les décisions qui sont prises. Ces ministres sont sur le banc. Cet après-midi, il n'était pas là puisqu'il recevait les présidents de groupe au Sénat. Du bloc, de ce qui reste du bloc central. Du bloc central, je ne sais pas si on peut l'appeler bloc central au Sénat, puisqu'il y a quand même pas mal de frictions et de divisions. Il les recevait aujourd'hui parce qu'il prépare d'ores et déjà le futur examen de budget au Sénat, où ce sera aussi compliqué, voire même plus, mais pour d'autres raisons. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, vous avez Olivier Faure. Ce qui est impressionnant, c'est de voir qu'il y a énormément de monde à l'Assemblée, parce que la plupart des chefs de partis sont présents, parce qu'ils savent que pour peser, il faut être présent, il faut que le plus grand nombre de députés soient là. D'ailleurs, selon l'un des participants à cette réunion à Matignon, des représentants
des groupes politiques du Sénat, de ce bloc central, on met plein de guillemets, Sébastien Lecornu réaffirme qu'il reste sur l'idée de ne pas taxer le patrimoine professionnel. Alors, on va en reparler tout à l'heure parce que évidemment, on est au cœur de la question de la taxe Zuckman sur laquelle on va passer du temps dans ce débat. Il y aura un chapitre complet sur cette taxe Zuckman. Et est-ce que Olivier Faure, on va reprendre une citation de son passage chez nos confrères d'LCI, c'était dimanche, je crois, à la fin de cette semaine, nous saurons si nous allons à la dissolution ou pas. Bon, il y a cet ultimatum, on peut appeler ça comme ça. Bastien François, je vous posais la question principale du débat. Est-ce que vous croyez que le compromis est encore possible? Parce que il y a les discussions avec le PS d'un côté, mais il y a les LR de l'autre, et on voit mal comment le Premier ministre peut trouver une voie et il y a de l'Assemblée nationale, oui. il y aura le Sénat. C'est ça. Ce qui rajoute bien sûr une nouvelle dimension. Oui. Bon, ça, je ne peux pas vous le dire. C'est extrêmement difficile et c'est mal emmanché depuis 1 an et demi. Ah oui. Ah oui, oui. Parce qu'on est depuis 1 an et demi quand même dans une forme de déni. Et on se dit, oui, chouette, on va donner à l'Assemblée, au Parlement, allez-y, comme le dit le Premier ministre, allez-y, trouvez le compromis. Ben, en fait, c'est pas vraiment comme ça que ça devrait fonctionner. Il faudrait qu'il y ait un Premier ministre qui construise en amont un compromis sur lequel il pourrait essayer d'avoir la majorité. Donc on fonctionne dans un Parlement qui est complètement éclaté, avec des règles culturelles de la Ve République. Et là, on voit que ça va être très compliqué. Alors, c'est d'autant plus compliqué que là, en matière budgétaire, bon, c'est un peu technique, mais il y a quand même toute une série d'étapes. Hein. Par exemple, là, il va falloir d'abord voter les recettes, parce que si on ne vote pas les recettes, eh bien, c'est terminé. Ça passe directement au Sénat. Enfin, voilà. Donc, oui, or, on a bien vu que le délai était assez court pour voter le volet recettes. C'est court, mais il y a 2 volets à cette loi de finances. Il faut voter les 2. Ce qui ajoute de la complication. Plus, c'est devenu un enjeu depuis la réforme des retraites, un enjeu majeur par rapport à précédemment, effectivement, cette loi de financement de la sécurité sociale. Donc ça fait 2 lois de finances en réalité, avec plusieurs étapes, 2 assemblées, et une Assemblée nationale complètement éclatée, avec dans chacun des camps, en plus des tensions. Et si on parle de calendrier, on en reviendra plus tard avec vous, Anne-Charlène, il y a une borne qui s'appelle élection municipale, c'est au mois de mars, si je ne me trompe pas. 15 et 22 mars. 15 et 22 mars, et ça complique encore l'équation, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Vous avez évoqué, Cyril, l'augmentation de la surtaxe sur les entreprises, le refus de la surtaxe sur les mutuelles, c'est ce qui a été voté, l'un des amendements qui est passé aujourd'hui, ou encore la défiscalisation des pourboires jusqu'en 2028. Sauf que ces mesures qui ont été discutées longuement à l'Assemblée, Adélaïde Zulfikar-Pasik, elles sont présentées dans les médias, je viens de le faire, donc elles peuvent être imaginées par les Français comme actées. Or, on ne sait absolument pas ce qu'elles vont devenir. Vous voyez ce que je veux dire? Entre la parole publique, le poids de la parole publique, le respect de la promesse des élus, quels dégâts ce type de séquences peuvent faire, d'après vous? Alors globalement, c'est assez clair sur la séquence. Je peux le dire sans trop m'avancer, je pense, que ça fait des dégâts considérables. On sait on observe globalement une crise politique, une crise de confiance entre les Français et leurs représentants nationaux. Je précise nationaux parce que ce qui se passe au niveau local est encore différent. Mais une crise de confiance qui dure depuis au moins 20 ans, dont on voit d'ailleurs la traduction notamment dans les urnes avec la progression de l'abstention. Et là, depuis 18 mois, on observe une accélération de cette crise de confiance qui est flagrante. Les enquêtes, là aussi, le montrent. J'évoquais Fracture française d'Ipsos BVA. On a un niveau de confiance dans les députés, dans le gouvernement, dans la présidence de la République, dans les partis politiques qui n'ont jamais été aussi bas. 10% seulement des Français aujourd'hui ont encore confiance dans les partis politiques. Et quand on questionne les Français, et là je fais référence à l'enquête que j'évoquais tout à l'heure, réalisée au lendemain de la déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu, quand on dit aux Français « Que vous inspire cette séquence ?» Le premier mot qui sort, c'est le dégoût, 51%. Devant la colère, devant l'inquiétude, aucun sentiment. Il y a le mot positif. honte qui sort aussi dans une autre enquête d'un autre institut. La honte, on l'a beaucoup, et avec d'ailleurs un champ lexical, c'est très intéressant quand vous posez la question, ce qu'on appelle dans une question ouverte, vous savez, vous laissez les gens s'exprimer, c'est toujours intéressant d'analyser la parole des Français. Il y a un champ lexical énorme autour de l'univers du cirque, du spectacle. Voilà, on cite les clowns, les guignols, la tartufferie. Donc, pour répondre à votre question de manière très claire, cette séquence, au-delà des mesures que vous évoquez, effectivement, on voit surgir dans le débat médiatique, politique, chaque jour des nouvelles mesures qui n'ont
pour certaines jamais été évoquées avant, donc on ne sait pas trop. Et qui vont peut-être disparaître dans quelles dans 10 sont-elles, jours, que disent-elles, quelles sont leurs conséquences. Je crains que les Français En tout cas là, on disait la poutre travail, c'est ça, les Français pour l'instant, je pense qu'ils la laissent travailler et peut-être qu'ils se détournent, mais ils se détournent momentanément parce que suivre ce feuilleton, avec la complexité à la fois technique, on parlait de lettre rectificative ou pas, quel appareil, quel véhicule constitutionnel, enfin, il faut être expert pour suivre ce qui se passe. Oui, c'est ce qu'on essaye de faire nous ici tous les jours, de la pédagogie. Et comme on a beaucoup de monde qui regarde l'émission, il faut croire que ça intéresse encore, heureusement, une partie des Françaises et des Français. Sur ces mesures que je listais, là, ces amendements qui passent, Cyril Graziani, la question, alors j'ai bien compris, volet recettes et puis ensuite volet dépenses. On a un peu l'impression que tout ce qui passe va coûter beaucoup d'argent et qu'on ne sait pas exactement comment on va financer. Mais c'est d'ailleurs pour cette raison que cet après-midi, il y a eu la contribution exceptionnelle à 6 milliards plutôt que 4, puisque la semaine dernière, il y a eu un amendement rajoutant 3 milliards dans le budget initial. Ouais. Donc à chaque fois qu'il y a des dépenses supplémentaires, il faut aller les chercher ailleurs. Il faut les compenser. Il faut les compenser. C'est l'article 40. C'est ça la difficulté à laquelle se retrouve confronté le gouvernement de Sébastien Lecornu. Ils savent qu'ils ont un équilibre. Au départ, on était avec le gouvernement Bayrou, on était sur les 44 milliards, il me semble, qui n'ont pas été repris par Sébastien Lecornu. Pour autant, on ne pourra pas non plus faire des sacrifices considérables. Et c'est là où ils sont sur une ligne de crête et c'est toujours assez compliqué où lorsqu'un amendement est voté, il faut regarder un petit peu de l'autre côté si ça fait trop pencher la balance ou pas. Anne-Charlène, peut-être un mot là-dessus ? Oui, alors ça c'est vrai que c'est important de garder l'équilibre, mais moi il me semble que c'est assez sain quand même, qu'on ait besoin de lister ce qui se passe en temps réel, notamment parce que, comme on le disait, en fait on est parti avec 1 an et demi de retard sur le fait que tout le monde doit y perdre quelque chose. Et ça vraiment, je pense que les groupes politiques ne l'ont pas encore complètement ingurgité. Donc l'idée de prendre des listes d'éléments en voyant qui finalement va ne pas forcément avoir retenu l'ensemble de ces listes à la fin, et ben c'est une manière je suis d'accord avec vous, mais pardon de vous interrompre. Mais pour les citoyens, les citoyennes, la cohérence, il n'y a pas de cohérence. On ne trouve pas de cohérence la dans vérité, ces discussions. c'est que si on le fait à la façon 88, vous savez comment on le fait parfois pour les fugues, on dit à la façon de Bach, à la façon de Couperin, mais à la façon Rocard, en fait, tout ça, c'était dans Michel les couloirs. Rocard, 1988. 1988, première fois véritablement qu'on est confronté à la majorité relative. Ça, on le faisait dans les couloirs, en off, comme on dit, et avant la discussion du budget. Donc c'est plus un problème de... c'est plus un problème de méthode, c'est-à-dire qu'en fait, on fait ça un petit peu après. Et je rajoute en fait que ça ne va aller qu'en s'empirant. Parce que si on schématise, on va dire la partie recette, c'est plutôt à gauche que ça va se jouer. La partie dépenses, c'est plutôt à droite que ça va se jouer. La partie vote global, là, c'est le centre qui va devoir compter ses voix. L'Assemblée nationale, c'est plutôt le compromis avec la gauche, mais le Sénat, c'est plutôt le compromis avec la droite, et la CMP, c'est plutôt un compromis au niveau du centre. Donc vous voyez, en fait, franchement, l'équation, elle est très complexe à suivre. Ouais, le Sébastien Lecornu soucieux qui est juste derrière vous en photo, je pense que là, on a effectivement bien choisi l'incarnation de ce débat avec la question, Bastien François, de discussion qui potentiellement s'enlise. Il disait il faudrait voter 65, enfin examiner et trancher 65 amendements par heure là, pour être dans les temps sur la partie recette uniquement. Qui a intérêt à voir les discussions s'enliser aujourd'hui ? Alors, je lis beaucoup de commentaires là-dessus en disant que, il y a plusieurs interprétations et presque tout le monde aurait intérêt, d'une certaine façon, à ce que les discussions s'enlisent. Le problème, c'est que si elles s'enlisent, on va arriver dans une situation vraiment autre, où là, ça ne sera plus des amendements adoptés ou pas, ça sera soit des ordonnances, et à ce moment-là, ça sera le budget tel qu'il a été déposé, et ce budget... On revient au point de départ, et ce budget, il plaît vraiment à personne, et même pas au Premier ministre, qui disait « oui, c'est une épure, j'ai bricolé ça, je le subis ». Soit avec une loi spéciale, dont on a déjà l'expérience, c'est-à-dire ça marche, effectivement, mais ça marche à partir du budget de l'année précédente. Et donc, par exemple, il n'y aurait rien sur la retraite, il n'y aurait rien sur un certain nombre de choses sur lesquelles on a un peu avancé, ou sur une fiscalité des plus riches. Bon. Donc, tout le monde dit... moi, je ne sais pas vraiment qui a intérêt en réalité. Je pense plutôt, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Je dirais plutôt, les parlementaires sont quand même encore pour le moment prisonniers de leurs alliances
et ils sont prisonniers de leur projection dans le futur, c'est-à-dire les municipales et la présidentielle. Et ils n'arrivent pas à concilier, en réalité, cette projection qui est une contrainte pour eux, de ces alliances et de la façon dont ils se projettent, avec la nécessité d'arriver à un budget construit sur un compromis. Et ça, ils n'arrivent pas à le faire. Même question, Cyril Gradiani, qui a intérêt à ce que les discussions s'enlisent, ou pas d'ailleurs, peut-être. Peut-être qu'il faut prendre à l'envers. Beaucoup ont intérêt à ce que les discussions ne s'enlisent pas parce qu'il y a des objectifs, des échéances. Vous prenez le Parti socialiste, peuvent pas. Là, en plus, ils se sont tellement avancés, y compris par rapport à leurs camarades insoumis, que si les discussions s'enlisaient, les insoumis auraient la facilité de dire, vous voyez, on vous avait dit que de toute façon vous alliez tomber dans le piège. Le gouvernement, peut-être que le gouvernement aurait intérêt à légiférer par ordonnance, à ce qu'il y ait une loi spéciale, mais avec quelle échéance pour le Premier ministre? C'est-à-dire que ça mènerait à quoi? Certainement une censure en début d'année, donc retour à la case départ. Le Rassemblement national fait mine qu'ils n'ont pas envie que ça s'enlise, mais est-ce que eux n'auraient pas intérêt à ce que ça s'enlise, justement pour qu'on arrive à une dissolution et qu'on arrive à des législatives anticipées? Tout le monde joue un jeu un peu trouble, un peu double, et c'est difficile aujourd'hui de savoir déjà qui va en sortir vainqueur, et d'ailleurs s'ils seront véritablement les vainqueurs à la fin. Ouais. Alors on va ouvrir le chapitre consacré à la taxe Zuckman ou taxe Zuckman allégée, et je vous propose pour commencer d'écouter le député insoumis Éric Coquerel, qui est également président de la commission des finances, qui lui ne voit pas comment le budget pourrait être voté. Rien ne permettra que ce budget passe. Parce que, admettons qu'il y ait une sous-taxe Zuckman, dont pour l'auteur lui-même, elle signifierait en réalité le fait que sa taxe est complètement dénaturée. Je vous renvoie à ce que dit Gabriel Zuckman depuis maintenant plusieurs jours. Mais dès lors que cette taxe serait proposée, admettons même qu'elle soit adoptée, vous avez aussitôt des soutiens possibles au gouvernement aujourd'hui qui voteraient contre le texte, qu'ils le disent. Et pour parler de cette sous-taxe Zuckman, pour reprendre les termes d'Éric Coquerel, j'accueille Quentin Calmet. Bonsoir Quentin, Thomas. Bienvenue à vous. Merci. Alors il y a la taxe Zuckman telle que le Parti socialiste souhaiterait l'avoir adoptée dans le projet de loi de finances 2026. Et puis effectivement, en cas d'échec, on a entendu cette expression d'une taxe light ou allégée. C'est ça. On rappelle qu'initialement, la taxe Zuckman prévoit que les fortunes de 100 millions d'euros et plus doivent s'acquitter chaque année d'un impôt équivalent à 2% de leur patrimoine, bien professionnel compris. Mais donc face à la levée de boucliers de la droite et du centre, le Parti socialiste travaille sur une taxe Zuckman allégée, excluant certains biens professionnels. L'idée pour le PS est de modifier leur proposition initiale afin de réussir peut-être à faire voter la taxe par une partie du bloc central. Alors comment cette taxe Zuckman allégée pourrait fonctionner? Eh bien l'idée serait d'élargir la CIL, d'augmenter le taux plancher avec des concessions. Les socialistes proposent ainsi d'instaurer un impôt minimum de 3% sur les patrimoines à partir de 10 millions et non plus 100, en excluant les entreprises innovantes et familiales. Donc certains biens professionnels. Selon le PS, cette taxe rapporterait de 5 à 7 milliards d'euros par an. C'est moins que la taxe Zuckman initiale qui devait rapporter entre 15 et 25 milliards selon les promoteurs de cette mesure, même s'il y avait un débat sur ce que pouvait rapporter cette taxe, puisqu'on le sait, elle n'a jamais été mise en œuvre dans le monde. Évidemment. Et alors on va revenir à la source. Gabriel Zuckman, l'économiste qui est à l'origine de cette proposition de taxe sur le haut patrimoine, il a réagi ce matin à cette idée. Voilà, l'idée que une taxe Zuckman allégée soit sur la table, selon lui, il faut qu'il alerte. J'alerte sur ce que nous apprend l'expérience historique et internationale. Dès qu'on introduit des exonérations, on lance la machine à optimisation. Ça, il l'a dit dès dimanche sur France Inter. En clair, en enlevant les entreprises innovantes et familiales, les parlementaires prennent un risque. Écoutez donc Gabriel Zuckman ce matin sur France 2. Quand on introduit des exonérations, des échappatoires, c'est prendre le risque de lancer la machine à optimisation. Là, ce que proposent de faire les socialistes... Ils gardent les biens professionnels à deux exceptions près. Alors, ils proposent de sortir les détentions de plus de 50% au capital d'une entreprise. À l'époque de l'ISF, c'était 25%. Le risque, c'est que les personnes très fortunées, vous savez, elles sont bien conseillées. Et donc, elles risquent d'exploiter ces échappatoires pour échapper à l'impôt.
Gabriel Zucman, qui donne l'exemple de l'impôt sur les grandes fortunes, l'ancêtre de l'ISF, mis en place en 1981. Face à la levée de bouclier des plus riches, le gouvernement avait mis en place des exonérations, si bien qu'à la veille de son abolition, dit-il, en 2016, le taux effectif d'impôt sur la fortune pour les milliardaires français était de 0,005%. Le débat, Thomas, dans l'hémicycle, sur cette taxe ou sa version light, allégée, il est prévu en séance mercredi à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Quentin. Je reprends les termes qui ont été donnés du côté du Parti socialiste sur cette taxe allégée, avec l'idée d'exonérer les entreprises innovantes et familiales. C'est quoi une entreprise innovante et familiale, Bastien François ? Écoutez, je sais pas. Je suis pas un fiscaliste, mais enfin, j'imagine que ça va travailler et que ça va avancer, que ça va mais je trouve que l'argument de Gabriel Zucman, on peut l'entendre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met des exonérations, certains vont s'y engouffrer. Alors, je comprends très bien que Gabriel Zucman défende la taxe Zucman. Oui. Il y avait deux éléments quand même dans cette taxe Zucman, et il y en a une qui est conservée, c'est qu'il y a un impôt plancher. Oui. C'est-à-dire que c'est quand même ça un point très important qu'on introduirait dans le droit, c'est-à-dire que tout le monde doit payer au moins un pourcentage de sa fortune ou de ses revenus, de son patrimoine. Au moins un pourcentage. Ça, c'est très nouveau. Bon. Donc on peut imaginer que dans le contexte actuel, où la taxe Zucman ne passerait pas dans le modèle initial, que quand même une part immense des Français, tous partis confondus, pensent qu'il faut effectivement une taxation spéciale sur les riches, parce que l'argument qui a porté quand même dans le débat, c'est quand même que les très riches sont beaucoup moins taxés que les citoyens ordinaires. Donc ça a quand même porté. Donc moi, je ne suis pas pessimiste dans cette affaire. Alors effectivement, je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire les entreprises innovantes et familiales. J'imagine que ça sera précisé. On avait effectivement parlé des start-up. Mais je pense que, et en tout cas dans tous les cas, même pour les start-up, comment on définit une start-up, je pense juridiquement, il y a un petit travail de fiscalisme, ça, franchement, ce n'est pas ma compétence. Mais en revanche, je pense que si on réussit à fixer ce principe-là d'une taxation minimum, qui a quand même une assiette assez large, parce que là, c'est des patrimoines de plus de 50 millions d'euros. 10 millions. 10 millions d'euros. Donc on est passé de 100 millions à 10 millions. L'assiette est beaucoup plus large. Dans le contexte actuel, tous les politiques ont quand même compris que leurs électeurs veulent quand même au moins un geste un peu plus que symbolique. Ça se joue. Justement, Adélaïde Zulfikar-Passic, la question de la justice budgétaire et fiscale, c'est d'ailleurs un joli coup, entre guillemets, réussi par le Parti socialiste. Elle est montée très haut dans les préoccupations et dans les volontés des Français. Elle est montée très haut, mais elle l'était déjà depuis un certain temps. C'est un sujet qu'on va d'ailleurs rejaillir sur plein de thématiques, y compris quand on parle de transition énergétique ou climatique. On voit qu'il y a cette question de l'équité dans le changement. Mais très clairement, effectivement, on évoquait différents sondages qui montrent un soutien très large à la taxe Zucman. Alors, allégé, je ne sais pas, mais en tout cas, au principe de la taxe, et quel que soit... En même temps, c'est pas étonnant quand on présente une taxe qui concerne quelques dizaines, quelques centaines de familles. Forcément, il va y avoir 80% des Français, 85% pour dire oui. Ça dit quelque chose. Évidemment. Donc, c'est logique qu'il y ait 80% des gens pour dire c'est très bien. Et on l'a vu aussi émerger avant les discussions autour de cette taxe, parce que un des faits d'armes de François Bayrou, il s'en est targué, c'est d'avoir mis aussi la question de la dette et des déficits au centre du débat. Et c'est une réalité. Ça, pour le coup, c'est un sujet qu'on a vu vraiment progresser en tant que préoccupation dans l'opinion publique depuis septembre 2024, qui est aujourd'hui un des 5 sujets de préoccupation des Français, avec en revanche cette espèce d'ambivalence il y a une prise de conscience qu'il est vraiment important d'agir pour lutter contre les déficits et pour résoudre le problème de la dette, mais personne ne veut vraiment contribuer dès qu'il s'agit de faire un effort, personne ne veut contribuer, avec en ligne de fond cette idée que, d'une part, les riches ne contribuent pas et qu'il y a un problème d'équité sociale et fiscale. Et l'autre sujet, c'est que souvent, les Français, dans les enquêtes, nous disent en fait, je paye plus que ce que je ne perçois. Un sentiment d'être un contributeur globalement au budget, aux finances publiques et de ne pas bénéficier. Mais en tout cas, sur la question des riches en particulier, des plus riches, il y a vraiment un sentiment que eux en particulier ne contribuent moins. Donc c'est un sujet qui est présent, je dirais, depuis maintenant quelques années et qui monte effectivement à la faveur de ces débats. On affiche le QR code. N'hésitez pas à participer à l'émission, posez vos questions. Je serai en quelque sorte votre porte-parole sur ce plateau. Est-ce que c'est la fin de la politique de l'offre
chère à Emmanuel Macron, à laquelle on assiste, ou alors le dernier clou au cercueil en quelque sorte. En tout cas, elle est quand même assez bréchée là. Oui. Mais c'est vrai que quand on parlait de la taxe Zuckman, la nouvelle taxe Zuckman sur les start-up, enfin les entreprises innovantes, il y a une volonté aussi de la part du gouvernement et des socialistes de dire bon, c'est vrai que pour que notre taxe soit votée, il faut quand même avoir le bloc central et notamment tout le groupe de Gabriel Attal qu'on avait présenté depuis 2017 comme la Startup Nation. Donc c'était évident que sans eux, la taxe Zuckman, personne ne réussira à la voter, personne ne voudra la voter. Sur le bilan d'Emmanuel Macron, là, ça commence quand même un petit peu à être enterré. Vous avez la suspension décalage de la réforme des retraites, vous avez un retour possible ou pas donc, de cet ISF qu'il avait banni, les hausses d'impôts, il n'en voulait pas. Il va peut-être, en tout cas, il va le subir et s'y résoudre. La fin d'Emmanuel Macron, la fin du second quinquennat risque d'être l'apothéose de tout ce qu'il avait construit auparavant. Tiens, une réaction, celle d'Alain qui nous écrit de Saint-Paul. C'est un retraité, ancien patron d'une très petite entreprise, d'une TPE. On ne parle que de taxer encore plus. On ne parle absolument pas des économies à faire au niveau de l'État, dégraisser le mammouth, réduire le train de vie de l'État, arrêter toutes ces discussions stériles. Ça l'a mis un peu en colère. C'est après. Alors, c'est ce qu'on disait. Là, c'est le volet recettes. Bon. Donc on attend la semaine prochaine, ça devrait venir. Mais c'est vrai que là où François Bayrou avait quand même mis l'accent sur la dépense publique, la dépense publique, les collectivités, Sébastien Lecornu, pour l'instant, marche sur des œufs et reste très prudent. Ce que le RN a compris dans son contre-budget présenté la semaine dernière, d'une certaine façon, Bastien François. Alors on peut questionner la cohérence économique du Rassemblement national, mais la question du train de vie de l'État, elle est au cœur de ce projet. Oui, enfin, c'est un peu un marronnier de ce lieu de l'espace politique. Hein. Je veux dire, l'État, depuis que le RN est devenu très libéral de ce point de vue-là. Le RN a quand même une position très très curieuse dans ce débat. C'est quand même la première fois, à ma connaissance, qu'au Parlement, un groupe parlementaire vote contre l'article 1er de la loi de finances qui autorise les impôts. Bon. Donc il a quand même voté, c'est quand même le seul parti qui a voté en disant en substance, plus d'impôts. Bon. Donc, plus d'impôts, plus d'État, plus de services publics, plus d'écoles, plus etc. Donc, alors évidemment, c'est symbolique, etc. Mais tout ça fait quelque chose qui est cohérent dans une forme d'incohérence. Parce qu'en plus, quand on regarde le budget du RN, en tout cas des économistes se sont penchés dessus, c'est assez peu sérieux pour parler gentiment. Donc là aussi, je pense qu'on risque... là aussi, on parlait tout à l'heure de la décrédibilisation de la parole publique. Je pense qu'il faut faire gaffe dans tous les camps. C'est-à-dire à force de prendre des positions, d'avoir des contre-budgets qui ne tiennent pas la route, etc. Bon, on met dans l'espace public des attentes, des espérances, des croyances. Réduire le mammouth, ça fait quand même... C'est une vieille expression, d'ailleurs, qui vient du gouvernement Jospin. Claude Allègre, ministre de l'Éducation nationale. Donc c'est une très vieille expression. Mais on sait très bien que c'est beaucoup plus compliqué de réduire le mammouth. Et c'est encore plus compliqué, à mon sens, dans un moment où tous les Français pensent que les services publics sont dans un mauvais état. On parle du calendrier comme promis dans une minute, mais un mot de ce que les sympathisants ou les électeurs du Rassemblement national en attendent. C'est peut-être pas sur le programme économique qui sont les plus attendus, sur le pouvoir d'achat sûrement, mais sur l'ensemble d'un programme économique. Ce que je voulais souligner au-delà des électeurs du Rassemblement national, c'est que en réaction à ce que vous disiez à l'instant, dans l'enquête fracture française d'Ipsos BVA qui est apparue la semaine dernière, on voit une très nette crédibilisation du RN comme parti. Là où, parce qu'on se posait la question tout à l'heure de quel parti on intéresse que les discussions s'enlisent, etc. On voit quand même que globalement, il y a un parti qui est très perdant dans la séquence, c'est Renaissance. Et à contrario, le RN, donc à la question pour chacun des partis suivants, est-ce que vous direz que ce qualificatif s'applique à lui, capable de gouverner le pays? On est à 47% des Français qui pensent que le RN est capable de gouverner le pays, donc quasiment un Français sur deux, une progression spectaculaire en l'espace de 5 ans, de plus de 15 points. Il jouxte, il arrive quasiment à égalité que les Républicains, et ils sont les deux partis qui arrivent devant, loin devant.
pour vous donner un comparatif, Renaissance, c'est 30% seulement des Français qui pensent que que Renaissance peut gouverner le pays. Donc il y a vraiment, même quand le RN fait ce type de vote, les Français valident et le soutiennent. En tout cas, et a fortiori, ses électeurs. D'ailleurs, vous commencez à répondre à une question que nous pose Pierre, qui nous écrit de Metz, qui se pose la question d'une éventuelle dissolution législative compte tenu du rejet des politiques, comme vous le soulignez. La logique voudrait qu'aux prochaines législatives, il y ait un profond renouvellement de la Chambre des députés. Les Français ne voteraient pas pour les mêmes. Oui ou non ? Alors, vous voulez que je réponde par oui ou non? Parce que c'est toujours compliqué de faire des projections sur les législatives. Oui, c'est très compliqué, effectivement, vous avez raison de le rappeler, à cette échéance du scrutin, avant une campagne, etc., sans savoir quelles seront les coalitions au départ, les alliances. Donc il y a plein de... Mais globalement, quand même, quand on regarde les enquêtes, et moi, l'hypothèse que j'émets, c'est qu'on va se retrouver avec une assemblée qui sera sans doute peut-être un peu différente en termes d'équilibre des blocs. Sans doute que le RN va peser un peu plus, mais n'aura pas de majorité absolue. Et donc on va se retrouver avec une assemblée tout aussi ingouvernable, même avec peut-être un peu un rapport de force légèrement différent, mais si on a une dissolution dans les prochaines semaines, je pense qu'on va pas avoir quelque chose de totalement différent. Je vous vois un tout petit peu dubitatif. Oui, moi je pense que le RN sera très très haut, beaucoup plus haut que... Il sera plus haut, mais il ne va pas gagner les 150 députés. Oui, mais il va les avoir d'un certain nombre de députés de droite qui n'auront gardé leur circonscription qu'avec un accord... Oui, et la question, effectivement, une des questions centrales... Oui, donc la question de l'union des droites se reposera. Voilà. Ça a déjà commencé. Quand, dans le plan Matignon qui a été mis en place, le plan Matignon 2 qui a été mis en place par le RN, ils ont cédé 80 circonscriptions à Éric Ciotti, qui est le partenaire du Rassemblement national, 80 circonscriptions, principalement des circonscriptions aujourd'hui LR. Donc ça veut dire qu'il faudra que les LR se positionnent très clairement vis-à-vis de l'union des droites ou pas pour réussir à garder leur siège. Bon, quand je disais qu'on a des téléspectatrices particulièrement pointues, voilà une question qui vient de Castelnau-le-Lez, ou le Lez, pardon de la prononciation. Thierry qui nous dit: le Parti Socialiste a jusqu'à quelle date pour bloquer la possibilité de passer par ordonnance s'il censure? Merci beaucoup Anne-Charlène. Merci Thierry, parce que ça nous offre la transition rêvée pour votre édito. Anne-Charlène, avec cette question, est-ce que la France aura un budget à Noël? Alors c'est un calendrier de l'Avent un peu exceptionnel que je vais vous proposer. Et d'abord je vais vous proposer les hypothèses politiques. Donc on le voit bien. La première question qu'on va se poser, c'est: l'Assemblée nationale rejettera-t-elle ou adoptera-t-elle la partie recette du budget? Et ça sera déjà le signal, parce que quand on n'adopte pas la partie recette, et bien comme on n'a pas d'argent pour dépenser, et bien en réalité on n'adopte pas le budget dans son entier. Donc si l'Assemblée nationale le 4 novembre n'adopte pas la partie recette de ce budget, et bien on aura a priori un signal. Alors potentiellement même une nouvelle démission de Sébastien Lecornu, on ne peut pas l'écarter. Ça c'est le premier plan, mais il y a une autre hypothèse politique qui est la motion de censure. On sait qu'il y en a une jeudi par exemple qui va être déposée. Est-ce que le Premier ministre pourrait être à nouveau renversé, ou peut-être même renversé au début du mois de décembre à la manière de Michel Barnier sur le budget de la sécurité sociale? Ça c'est encore une autre hypothèse. Et dans toute celle-ci, on sait aussi que le président de la République, depuis à peu près le 18 juillet de cette année, a récupéré la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale en représailles. Donc, ah bon, vous renversez le gouvernement, je dissous l'Assemblée nationale, un peu comme on l'a déjà vécu en 62. Donc ça, c'est toutes les inconnues sur lesquelles on navigue. Alors, dans ces inconnues-là, il y a aussi des échéances de calendrier. Et c'est pour ça que je vais vous parler des articles 47 de la Constitution, et un peu moins connu, mais tout aussi précieux, l'article 45 de la loi organique relative aux lois de finances. Alors, deux options sont sur la table de travail du gouvernement: les ordonnances et les lois de finances spéciales. Alors pour les ordonnances, en réalité, moi j'ai tendance à penser que c'est quand même déjà un peu cuit. Parce que pour que le budget soit adopté par ordonnance, il faut qu'aucune des deux assemblées, le Parlement, nous dit l'article 47, ne se soit prononcée. Et se prononcer, on peut le regarder dans tous les autres articles de la Constitution, c'est tout simplement voter. Donc si l'Assemblée nationale, comme on l'a dit, le 4 novembre, rejette le budget, ce qui est quand même déjà un signal très grave, eh bien il n'y aura plus de possibilité de recourir aux ordonnances. Donc on se rend compte que l'Assemblée nationale a quand même tout intérêt à rejeter le budget, mais surtout à le voter. Sauf que si jeudi, par exemple, le gouvernement est renversé avant que l'Assemblée nationale ne se soit prononcée, eh bien là, les ordonnances peuvent tout à fait être adoptées, même par un Premier ministre démissionnaire. Donc là, on serait quand même dans l'hypothèse du pire du pire. Donc on se doute bien que l'Assemblée nationale va essayer d'aller jusqu'au bout du vote.
pour les lois de finances spéciales. Alors celles-ci, elles ont 2 échéances. Soit on arrive à se mettre à peu près d'accord sur les ressources, sur les recettes. Et là, il faut déposer un projet de loi spéciale sur cette première partie le 11 décembre. On a vu que c'était quand même touchy sur les recettes. Donc, le 19 décembre, nouvelle échéance, là, ce serait pour adopter une loi spéciale, un peu light, soft, où vous mettez juste l'autorisation de prélever les impôts et l'autorisation de recourir à l'endettement et à certaines dépenses urgentes. Exactement comme on l'a fait l'année dernière. On a déposé avant le 19 et on a eu une loi de finances spéciale. Donc moi, j'ai tendance à penser que c'est plutôt vers là que nous nous orientons. Sauf que là, il y a encore une nouvelle inconnue. Et si le Premier ministre était renversé, avait démissionné, était malade, je ne sais quoi, eh bien, le président de la République se met à dissoudre. Quel délai nous reste-t-il? Alors là, on est vraiment dans une hypothèse. Et c'est là qu'on arrive avec la question des municipales et cette échéance qui est pas si loin. Et surtout, la question du... Ça va sentir le sapin de Noël. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, la période des fêtes, c'est quand même celle qui est la plus riche en jours non travaillés. On va laisser quand même un petit délai de courtoisie au Conseil constitutionnel pour essayer de se prononcer en moins de 24 heures. Bon, donc ça nous amène, en plus, loi de finances spéciale, au délai du 19 décembre. Donc si on veut respecter le 19 décembre, étant donné que l'Assemblée nationale doit donc connaître de ce projet de loi de finances spéciale, il faut que l'Assemblée nationale soit réunie. Donc il faudrait qu'elle ait été élue la semaine d'avant, c'est-à-dire, comme on aime voter le dimanche en France, le 7 décembre. Donc et ça veut dire qu'il faut dissoudre avant, oui. Ça veut dire qu'il faut dissoudre. Alors moi, j'ai pas tout à fait le même calcul que mon collègue Benjamin Morel, qui lui nous parle du 15 novembre. Moi, ça me remonte au 10 novembre, si on veut être complètement exact. Si je vous suis, il faudrait qu'Emmanuel Macron décrète convocation des électeurs. Donc ça serait même une dissolution vers le 7-8 novembre, en réalité, pour être complètement officiel et pour avoir cette loi de finances spéciale au 19 décembre. Alors, vous voyez, tout ça est très complexe. Alors on peut s'amuser à rajouter aussi des petits étages dans la fusée. Et si le président de la République recourait à l'article 16 pour nous sauver de la période, ce qui me semble être important, c'est, je pense qu'on en a bien terminé des exceptions aux exceptions des exceptions. Ça nous a amusé un moment, nous constitutionnalistes, mais je pense qu'il faut qu'on revienne à la raison. Et puis, voilà, il y a des précédents. En 62, en 79, on a déposé la loi de finances le 22 et le 29 décembre. Donc on pourrait même aller très loin là-dessus. Moralité, il y a quand même une marge de manœuvre, Bastien François, assez faible pour le président de la République. Très faible. Très faible. Très faible. Enfin, donc la perspective d'une dissolution, elle s'éloigne quand même un peu. Moi, j'y crois pas du tout. Hein. Oui. Alors, en revanche, si le budget passe, quelle que soit la façon dont il passe, là, je pense que ça va être difficile pour le Premier ministre, si c'est soit les ordonnances, soit une loi spéciale. Il y aura les municipales, peut-être on attendra après les municipales, enfin, encore que, c'est même pas sûr. Peut-être que c'est une façon... Censurer à gauche, c'est une façon aussi de jouer des choses au moment des municipales. Oui. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, la rentrée 2026 va être encore très difficile. Mais d'ailleurs, on peut dire, Ciel Gazani, que cette campagne des élections municipales, c'est dans peu de temps. Hein. Elle est déjà complètement phagocytée par la crise politique. 4 mois et demi. Voilà, on n'en parle, quasiment pas, en tout cas dans les médias nationaux. Elle n'a même pas trop commencé dans les villes. Vous voyez par-ci par-là des candidats qui se sont déclarés, mais pour autant la campagne officielle elle ne démarrera qu'au mois de février, fin janvier, début février. Mais aujourd'hui on n'a pas l'impression que dans 4 mois et demi effectivement on va voter, alors que justement cette élection municipale c'est une élection phare, la préférée des Français. Les élus locaux ont tout intérêt à ne pas nationaliser la campagne, vu ce qui se passe au niveau national. Effectivement, mieux qu'on sorte de la phase budget chaotique et qu'on aborde la campagne un peu plus sereinement, même si elle sera effectivement très courte. Parce que ça reste l'institution dans laquelle le maire, les Français ont relativement gardé leur confiance. Ont gardé leur confiance. Majoritairement, la confiance dans les maires, c'est de l'ordre des 2 tiers des Français. Ah oui, les Français nous disent qu'ils sont intéressés par les municipales, qu'ils vont aller voter. Donc aujourd'hui, il y a encore beaucoup de vitalité démocratique au niveau local, mais parce qu'il n'y a pas de réponse nationale satisfaisante. Est-ce qu'il veut dire ça veut dire que, Bastien François, et on termine là-dessus 30 secondes, qu'il y aura moins de dégagisme au municipal? Très certainement. Oui. Très certainement. Parce qu'en réalité, elles sont en train de se constituer, là, les listes. Il y a du travail quand même au niveau local. Ça se fait justement de façon dénationalisée. Toutes les équipes ont intérêt à dénationaliser et donc à jouer sur le bilan. Et donc on est dans des logiques très très différentes. Et donc là, la logique nationale, elle pèsera beaucoup moins, sauf
lorsqu'il faudra faire des accords pour des grandes villes, par exemple. Oui. Et là, ça sera un petit peu plus compliqué, en particulier à gauche, où ça risque d'être un petit peu tendu. C'est plutôt à gauche l'enjeu des municipales et des alliances. Merci beaucoup à tous. Je rappelle les titres de vos livres. Adélaïde Zulfi Karpathyk, Réhumaniser la société de l'absence aux éditions de l'Aube. Ça porte sur quoi ? Oula, ça porte sur... Comment recréer du lien et lutter contre la disparition de l'humain. Ça porte sur l'espèce de grand choc qu'on a pris tous dans la figure sans s'en rendre compte depuis 20 ans, la dématérialisation de l'ensemble des sphères de nos vies, services publics, rapport aux services, rapport à la banque, rapport aux agences de voyage, rapport à tout, qui fait qu'en fait, on a une attrition des rapports personnel réel. Et du coup, voilà, je ne dis pas qu'il faut revenir en arrière, mais il faut trouver une voie médiane entre dématérialisation et réhumanisation pour remettre un peu d'humain, qui est un des éléments qui explique l'amorosité ambiante des Français au-delà de la crise permanente, les polycrises, etc. Donc, en résumé, très rapide. Merci beaucoup, bravo d'avoir résumé un tel livre en 30 secondes. Merci beaucoup. Et puis, Bastien, François, votre livre, Les mots-clés du droit constitutionnel aux éditions Dalloz. À très bientôt sur Public Sénat.